Voilà, merci beaucoup. En fait, peut-être revenir faire une petite historique sur la mise en place de ces packs de démonstration de technologie. Nous avons eu à travailler avec des programmes de l'USAID, en particulier le programme Feed the Future Sustainable Intensification Innovation Lab, dans lequel vraiment on a essayé de générer des technologies agricoles capables de booster les rendements des producteurs et éventuellement même les revenus monétaires des populations. L'USAID, comme beaucoup d'autres bailleurs, vraiment soutiennent la recherche pour le développement de ces innovations agricoles capables de booster les rendements. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Dr Lamien dans la salle, il y a une plateforme qu'on appelle le MITA, le marché des innovations de technologies agricoles. Si vous y allez, vous allez voir que vraiment la recherche a fait beaucoup d'efforts dans la mise en place de technologies agricoles. Le constat, c'est que ces technologies, pour l'essentiel, restent dans nos tiroirs. Et donc tant qu'ils restent dans nos tiroirs, ils sont presque inutiles. Ils ont été générés avec beaucoup d'efforts, beaucoup de financement. L'idée donc, c'est qu'ils puissent arriver aux end-users, ce qu'on appelle les producteurs, les utilisateurs finaux. On a essayé effectivement en 2016, de 2019 plutôt, à réfléchir sur comment on peut faire. Et donc avec l'aide de l'USAID, effectivement, nous sommes parvenus à mettre en place une initiative qu'on appelle iReach. iReach en anglais, ça veut dire Innovation Research Extension Advisory Coordination Hub. Donc c'est une plateforme, c'est une entité vraiment pour booster la recherche agricole et faire en sorte effectivement que cette recherche agricole vraiment puisse impacter la production agricole. Et donc iReach, dans ses objectifs, il a un objectif principal, c'est la mise en place des parcs de démonstration de technologie. C'est quoi un parc de démonstration de technologie? C'est encore une fois ce que les Anglais appellent un one-stop show. C'est-à-dire, on prend un environnement donné, toutes les recherches, en tout cas l'essentiel des recherches, des résultats de la recherche, on essaie de les mettre en place. Sur 1 hectare, 2 hectares, où vraiment toutes les technologies démontrées par la recherche dans cet environnement-là sont mises en place et qui nous permet effectivement d'organiser des visites guidées, des journées portes ouvertes, aussi bien pour les producteurs, mais aussi pour les enseignants des universités, pour la formation des étudiants, pour qu'ils vraiment sachent où est-ce qu'on a la recherche en est. Mais l'essentiel, en tout cas pour nous, c'est vraiment pour booster la production. Et donc vraiment, cette année, comme l'a dit Lamien, nous avons pu mettre 8 parcs de démonstration de technologie au Sénégal. Parce qu'en fait, une variété qui est démontrée, qui a été mise au point dans la zone de Bambey, avec une pluviométrie de 400 mm, ne peut pas être mise à Kolda. C'est 1200 mm. Et donc j'ai dit aux gens, ok, c'est bien, mais il faut que dans chaque environnement, qu'on essaie de mettre en place les technologies adaptées à cet environnement. Et donc, vraiment, avec l'aide de Dieu, on a pu mettre 8 parcs de technologie agricole au Sénégal. Et juste pour donner une idée, au Sénégal, tout le monde connaît ce qu'on appelle la variété Sounatoa du mil. Tous les paysans connaissent. Il se trouve aujourd'hui que pour X raisons, la valeur génétique, le potentiel génétique, c'est-à-dire la capacité de cette variété vraiment à produire suffisamment dans le temps, s'est dégénérée. Et que donc la recherche a mis en place d'autres variétés de mil périodiquement. Et cette année, en 2021, il y a des variétés qu'on appelle les SL, les Senegalese Line. Comme maintenant, nous, on a baptisé en 2021 comme des Souna. Et il y en a 3, c'est la Souna Sine, la Souna Baol et la Souna Saloum. Juste à titre indicatif, la SL28 a un potentiel de rendement de 3,7 tonnes à l'hectare, si vous la mettez dans les conditions, bien sûr. Alors que la Souna 3, que tout le monde connaît, dépasse rarement 1 tonne à l'hectare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, un paysan qui a 3 hectares de SL28, il les met dans les conditions optimales, peut avoir 3,7 fois 3. Ça fait au moins 10 tonnes à l'hectare. Je ne vois pas une famille au Sénégal qui peut consommer 10 tonnes de mil par an. Et donc je pense effectivement que l'adoption de ces variétés-là va définitivement contribuer à l'augmentation des rendements et vraiment contribuer à la sécurité alimentaire. Et même au revenu des paysans. Parce que si tu ne peux pas bouffer toutes les 10 tonnes, tu en vends, tu manges une partie et l'autre partie tu vends. Donc ça, parce qu'en réalité, moi je dis aux gens que le mil n'est plus seulement une culture vivrière. C'est maintenant une culture de rente carrément. Tu peux cultiver, manger et vendre. Et voilà, donc c'est ça le concept, c'est faire vraiment en sorte que les technologies agricoles développées avec beaucoup de moyens puissent sortir de nos bureaux
être connu par les utilisateurs finaux, y compris le secteur privé, pour pouvoir effectivement les cultiver, générer de l'argent, transformer, faire de la plus-value. Et donc l'idée c'est vraiment d'exposer les technologies que nous avons mis en place. Mais ça c'est une excellente question. Parce qu'en fait, quand j'ai mis le premier parc en 2019, des gens de toute la sous-région sont venus voir. Ben, tout le monde était impressionné. Il y a un chercheur du Ghana qui m'a dit, Aliou, c'est excellent, mais tu nous as toujours pas dit, en termes de chiffres, qu'est-ce que ces variétés apportent par rapport à ça. Et c'est ainsi qu'effectivement, automatiquement, la campagne suivante, j'ai mis 2 étudiants de master pour faire leur mémoire de master, pour documenter la performance de ces innovations, à la pratique paysanne. Et je sais que quand l'une d'elles a soutenu son mémoire à l'ENSA, à l'École nationale supérieure d'agronomie, le jury m'a dit, ça c'est vraiment nouveau. Ça c'est vraiment nouveau parce que tu nous remets dans le contexte. D'habitude la recherche, bon je suis chercheur, hein, je ne me blâme pas, mais en tout cas, le plus souvent on travaille en autarcie sur nous-mêmes. Et donc vraiment ça c'est une façon quand même très connectée entre la recherche et le développement. Et donc vraiment on a des chiffres, on a au moins 2 ou 3 mémoires de master d'ingénieurs agronomes qui ont été défendus et donc si vous voulez on peut partager effectivement ces mémoires-là qui montrent que vraiment les performances sont réelles. Pour toutes, mais ce n'est pas seulement des variétés. Hein. Alors le parc de démonstration de technologie, je crois que c'est important. Essentiellement ça comporte 3 composantes. Les variétés améliorées, les pratiques paysannes et les outils d'aide à la décision. Les variétés, vous savez, les variétés nouvelles, variétés mises en œuvre. Les pratiques paysannes, c'est par exemple l'association culturelle. Dans une même unité de surface, vous mettez du mil et du niébé, qui constituent un critère de résilience. Parce que si effectivement il arrivait que l'hivernage connaisse des problèmes, le niébé c'est 45-50 jours. Ça mûrit. Et donc l'idée c'est qu'effectivement si une culture échoue, l'autre réussit. Ça c'est un premier critère. Mais quand vous mettez 2 cultures sur une même unité de surface et vous mettez les arrangements nécessaires aussi, vous couvrez le maximum de sol. Vous couvrez le sol au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui s'évapore du sol du fait de la chaleur est retenue du fait d'une meilleure couverture. Et ça, des études, j'ai encadré un étudiant en thèse qui a travaillé sur effectivement vraiment comment l'augmentation de la densité de semis ou l'augmentation des variétés dans une parcelle pour réduire l'évaporation de l'eau. Je vais faire une présentation tout à l'heure, ou en tout cas dans toutes les zones agroécologiques où j'ai mis ces panneaux. C'est le gouverneur en personne qui est venu présider les années. Et en particulier, j'ai vraiment une vidéo avec le gouverneur de Kolda qui vraiment, il m'a même, disons, vraiment touché parce qu'il a fait un témoignage extraordinaire pour dire l'importance de ce qu'on est en train de faire et son souhait de voir vraiment tout le Sénégal bénéficier de ça. Oui, nous avons le soutien, effectivement, des autorités. Et vraiment, actuellement, on a recruté un consultant qui est en train de travailler pour que le secteur privé aussi puisse venir en masse pour venir voir ce qu'on est en train de faire et voir comment ils peuvent s'impliquer davantage. Oui, actuellement, il y a un parc de technologie à Kerdaouda Cissé, pour vous qui connaissez, c'est juste à côté de Thiès. Il y en a un à Bambey, au Centre national de la recherche agronomique. Il y a un à la station de Ndiol à Saint-Louis. Il y a un à Sinthiou-Malem, à la station ISRA de Sinthiou-Malem. Il y a un à la station de Kolda. Et il y a un au centre de Djibelor en Casamance. D'abord, il faut savoir que le CORAF, c'est l'association des systèmes nationaux de recherche de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En d'autres termes, c'est les ISRA de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, sa principale mission, c'est donc de coordonner les activités de ces institutions membres. Alors, au niveau des pays, des différents pays, ce qui est attendu de la recherche, c'est de générer des technologies performantes pour permettre donc d'assurer la sécurité alimentaire. Et donc, un des outils que le CORAF utilise pour pouvoir faire connaître donc ces produits qui sortent de la recherche, c'est donc les parcs de technologie.
qui ne sont rien d'autre qu'une démonstration sur le terrain des technologies éprouvées que la recherche propose donc aux utilisateurs. Alors, nous sommes en train d'intervenir dans une dizaine de pays avec ce concept et chaque année, nous nous retrouvons pour faire le bilan de ce qui s'est passé la campagne précédente, tirer les enseignements qui s'imposent et se projeter pour le futur. Donc c'est cet exercice que nous sommes en train de commencer ce matin avec cet atelier qui a réuni, comme je l'ai dit, une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, le Sénégal était le pays pionnier dans la mise en place de ce concept de parc de technologie. Lorsque nous avons voulu développer cette approche, par le Sénégal qu'on a commencé depuis 2020 et les premiers packs de technologie ont été mis en place et nous avons invité les autres pays de venir voir ce qui se passe au Sénégal par rapport à ce concept de parc de technologie. Jusqu'à présent, c'est le Sénégal qui est vraiment le pays phare sur cette question de démonstration des technologies. On a commencé de façon localisée à la station de Bambey, mais à partir de l'année dernière, le Sénégal a commencé à déployer les parcs à l'intérieur du pays. Je crois qu'ils sont allés jusqu'à toucher près de 7 pays, de 7 régions du Sénégal. C'est pour rapprocher ces packs des utilisateurs finaux. Bon, ce programme, nous ne l'avons conçu pas pour être financé par un seul bailleur. Le CORAF a plusieurs partenaires et donc ce sont les ressources de ces différents partenaires qui sont mis en synergie pour mettre en œuvre donc, ces parcs. Donc le fait qu'il y a cette situation qui est intervenue du côté de l'USAID, certes, c'est une réduction de sources de financement, mais ça n'arrête pas le processus parce que nous avons d'autres partenaires comme la Banque mondiale à rapprocher ces parcs des utilisateurs. Et là, il faut que nous arrivions à mobiliser davantage de bailleurs. Et là, nous sommes en ligne de mire, par exemple, les projets de développement qui se mettent dans les pays et qui aussi sont des demandeurs de technologie. Donc, nous envisageons donc d'approcher ces projets de développement pour leur proposer les technologies que nous avons dans notre panier et puis demander leur accompagnement pour qu'on mette ces démonstrations dans leur zone d'intervention. Les ONG aussi sont de la partie. Même les secteurs privés, les compagnies sémencières sont des sociétés qui commencent à s'intéresser aux nouvelles variétés de cultures, de technologies que nous proposons. Donc, 2025 va aller à une consolidation, surtout par la mobilisation des partenaires nationaux. Bon, en tant que tel, quand on prend l'unité, ce n'est pas extrêmement cher, mais si on veut vraiment se déployer plus largement dans le pays, ça va commencer à coûter cher. Et donc, là, on fait un clin d'œil. Même les gouvernements peuvent soutenir donc, ces actions pour pouvoir toucher la majeure partie des pays, quoi. Je vous en prie.